Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. C'est notre 11e live sur cette œuvre, ça sera l'avant-dernier. Et nous sommes toujours dans la quatrième partie, à savoir le voyage chez les Winim. Nous lirons aujourd'hui 3 chapitres, chapitres 8, 9 et 10. Et comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous pouvez trouver dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut également vous servir de marque-page, de chapitrage très simple, très facile à utiliser, n'est-ce pas, d'un seul clic, si vous voulez picorer cette vidéo en plusieurs fois. Je pense que le programme du jour, j'ai fait du repérage comme d'habitude avant le live. Je pense que le programme du jour, ça sera de lire le chapitre 8 et 9 d'une traite, faire une petite pause et on finira avec le chapitre 10. Ça sera un live encore relativement court comme ça l'a été lors de la fois précédente. Et puis on terminera en beauté avec un live un chouïa plus long, mais pas tellement j'avoue, lors du 12e et dernier live. Je pense qu'il y aura lieu soit fin de semaine, soit semaine prochaine. J'avais dit que j'aimerais terminer cette lecture fin juillet. Je pense qu'il y a des chances que ça finisse pile le 31 juillet. Parce que soit ça sera ce week-end, soit ça sera dans le pire des cas le 31, donc jeudi, dans une semaine. Je pense que ça va se passer comme ça. Et du coup, merci d'être passé faire un coco Chamast. À plus tard. Bon après-midi à toi. Merci à ceux qui sont dans le chat d'ailleurs. Merci comme d'habitude à ceux qui auront suivi hors live, qui auront follow la chaîne pendant que j'étais en off, qui auront suivi la lecture. Je vois qu'il y a eu quelques commentaires sur les dernières vidéos. Ça m'a fait plaisir de voir que certains attendaient quelque part les rediffs en temps réel et suivaient la lecture avec nous, avec un léger différé du coup. Donc ça m'a fait grave plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans cette intro de live, je vais pas parler trop du coup, comme d'habitude, j'aime bien donner la part belle à la lecture, et comme la lecture n'est pas très longue aujourd'hui, je préfère ne pas trop parler autour. Mais quand même, j'ai deux trois infos à vous glisser, puisqu'on arrive en fin de cycle quelque part. Je pensais, à la suite des voyages de Gulliver, faire un petit break, comme je fais souvent entre deux lectures. Comme ça, je trouve que personnellement, ça me permet de reset mon cerveau, entre guillemets. Ça me permet de me mettre à zéro et de me dire, ok, l'ambiance voyage de Gulliver, je l'oublie, je passe à autre chose, et je suis prêt à accueillir complètement la nouvelle œuvre dans toute son ambiance, justement. Donc j'ai bien envie de faire ça. Et pour faire ce petit break, je pense que si on part sur quelque chose de totalement différent, ça va me faire du bien. C'est pourquoi j'ai décidé de refaire du gaming. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de gaming. On en avait fait un en début d'année rapidement, un live one shot d'ailleurs, sur Behind the Frame, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, c'est quand j'ai fait du tri dans mes vidéos YouTube, Twitch, je me suis dit, punaise, à l'époque, je faisais beaucoup plus de gaming en fait. Alors, j'ai pas pour vocation de reprendre à fond les lives de gaming et de refaire autant de lives qu'à l'époque de toute façon. Mais je me suis dit que là, ça pourrait faire une belle transition, surtout que j'ai beaucoup de jeux qui traînent et que ça m'arrive très très souvent de me balader dans mon catalogue et de me dire: «Ah, il y a tellement de jeux que je veux jouer». Alors là, la force des choses a fait que j'avais envie d'un jeu d'énigmes, j'avais envie de me prendre la tête. Vraiment, j'ai réfléchi, au gameplay, au walkthrough que j'avais fait sur The Witness, pardon, à l'époque. Donc j'avais fait en live, ça nous avait pris, je crois, des dizaines de lives, des dizaines, vingtaines d'heures d'énigmes. C'était un casse-tête monstre, mais j'ai beaucoup apprécié. Après, ça m'a un peu vacciné des jeux d'énigmes parce que c'était bien, mais tellement qu'au bout d'un moment, je voulais plus toucher à des jeux d'énigmes. Et là, j'ai bien envie d'y retourner. J'ai trouvé un petit jeu qui a priori serait pas trop long à faire, donc je pense que en un ou deux lives c'est faisable. Et ça fera donc notre jointure entre les voyages de Gulliver et la prochaine lecture, à savoir Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville, que je pense donc commencer début août, mi-août. Grosso modo, ça sera à peu près ça, je pense.
Voili voilou, c'était à peu près de ça que je voulais m'entretenir avec vous, puisque pour le moment, il n'y a pas tellement d'autres news. Comme je le disais en pré-show de ce live, en gros, en ce moment, je commence à être libéré de toutes les obligations que j'avais, parce que j'avais plein de petits trucs à faire, plus ou moins urgents, mais en tout cas à faire. Et du coup, ça faisait que dès que j'avais du temps, dans ma tête, ça popait en ting. Ah, j'ai du temps, ça serait bien que je fasse tel truc qui presse un peu. Et là, comme j'arrive au bout de cette liste de choses à faire, je gagne de la liberté, je gagne du temps. Mais du coup, quand j'arrive à un moment où j'ai plus rien à faire, entre guillemets, où j'ai du temps, eh bien, j'ai un peu cette question existentielle de ok, j'ai un champ de possibles infini, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends? Et j'ai du mal à trouver. Donc pour le moment, je suis un peu en petites touches de ci, de là, de musique, de jeux de rôle, d'écriture. Je fais plein de petits trucs comme ça, je picore. Ça me plaît bien comme ça, mais du coup, c'est vrai que j'avance pas de manière significative sur un projet spécifique. Donc, au final, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter que ça, concernant la partie live et même hors live. En ce moment, je bosse à fond jeu de rôle. Je bosse à fond, blablabla, je ne sais plus parler. Je bosse à fond jeu de rôle. C'est un peu, ouais, c'est un peu la priorité quand même ces temps-ci, le truc qui prend le plus de temps. Et puis j'essaie de réinjecter la pratique musicale au quotidien. Euh, ça pourrait faire l'objet d'un live in my head à nouveau, sur comment je m'organise d'ailleurs. Euh, et puis ouais, je pense que c'est à peu près tout. Ah si, quand même, il y a un live hors série, on va dire, des lives sionisés que j'envisage de faire. C'est une chose que j'ai fait assez régulièrement, mais là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait. J'aurais voulu faire un live où je vous parle un peu des dernières lectures que j'ai fait en off. Donc là, je commence à avoir quelques bouquins qui s'agglutinent sur ma table de chevet. Et puis aussi d'autres d'ailleurs, parce que j'en ai lu que j'ai bazardé, enfin que j'ai bazardé, que j'ai donné à ma mère, pour être tout à fait franc, transparent. Donc du coup, ouais, je me ferais bien un petit récap de ça. J'aimerais bien vous lire quelques passages de ces bouquins-là d'ailleurs, parce que j'avais commencé plus tôt dans l'année, même peut-être fin d'année dernière, je me rappelle plus, à faire des shorts sur YouTube avec des lectures brèves de 1 à 3 minutes, voilà, de quelques pages d'œuvres que je lisais en off. Et j'ai pas la foi de continuer à faire des shorts, je crois. Mais du coup, à la place de ça, peut-être faire un live où je vous parle globalement de ce que j'ai pensé de ces lectures et vous proposer une petite citation tirée de celle-ci. J'ai pris des notes carrément. J'ai pris des notes parce que justement, je planifiais de faire des shorts à la base. Donc j'ai pris des notes pour dire ah tiens, telle page, j'aime bien la citation, ce serait cool à faire. Donc voilà, j'ai deux, trois comme ça, œuvres dont j'aimerais vous parler et que j'aimerais vous citer, n'est-ce pas? Voili, voilou. Trêve de bavardage. La dernière fois, nous étions donc toujours dans le voyage des Winim, où Gulliver le narrateur était en train de raconter au chef des Winim, on va dire, le fonctionnement du gouvernement anglais, de la société anglaise, et où grosso modo, il se rendait compte lui-même à force de discussion avec son hôte que le comportement de la société et du gouvernement anglais de cette époque est assez absurde, parfois cruel, que grosso modo, l'espèce humaine a l'air de s'infliger beaucoup de maux et que ça fait pas grand sens. C'était un peu ça. C'était un peu ça la morale en quelque sorte des chapitres précédents. Alors est-ce que dans les chapitres à venir, on va continuer sur cette description de la société anglaise ou est-ce qu'on va partir sur autre chose? Je ne saurais le dire, mais nous allons le découvrir sans plus attendre. On change de scène. Je vous invite à vous installer, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Santé à tous et à toutes. Et lançons-nous dans ce chapitre 8 et 9 que je lirai d'une traite. On se retrouve dans quelques minutes pour la pause. Bonne écoute à tous ceux
sur Twitch en live, dans l'ombre du chat, et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On est parti. Chapitre 8. Comme j'avais de bonnes raisons de penser que ma connaissance de la nature humaine dépassait celle que mon maître pouvait avoir, il m'était facile de me reconnaître, moi et mes compatriotes, dans le portrait qu'il avait tracé des Yahoos, et je pensais que je pourrais faire quelques découvertes supplémentaires si je me mettais à les observer moi-même. C'est pourquoi je priai plusieurs fois mon maître de me laisser aller au milieu du troupeau de Yahoos qu'on rencontrait dans le voisinage, et il me le permit chaque fois fort aimablement. Étant bien convaincu que la répugnance que j'éprouvais pour ces bêtes m'empêcherait toujours d'être corrompu par elles. Son honneur me donnait toujours pour garde du corps un de ses valets, un robuste cheval de bas alezan, fort honnête et de bon caractère, car sans sa protection, je n'aurais pas osé courir ses aventures. J'ai déjà, d'ailleurs, raconté au lecteur comment j'avais été empuanti par ces abominables animaux le jour même de mon arrivée. Dans la suite, il m'était arrivé 2 ou 3 fois d'échapper de justesse à leurs griffes, alors que je me promenais seul et sans mon sabre. J'avais quelques raisons de croire qu'ils me prenaient pour un de leurs congénères, et je faisais le nécessaire pour les en convaincre, allant jusqu'à retrousser mes manches et leur montrer mes bras et mon torse nu quand mon protecteur était avec moi. À ce moment-là, il s'approchait autant qu'il l'osait, et imitait mes gestes à la façon des singes, mais avec toujours des manifestations de haine. C'est de la même façon qu'un corbeau apprivoisé, affublé d'un bonnet et de chaussettes, est toujours persécuté par les corbeaux sauvages s'il reprend contact avec eux. Les Yahoos sont dès leur enfance prodigieusement agiles. Il m'était arrivé pourtant d'en attraper une fois un tout jeune, un mal âgé de 3 ans, et j'entrepris, en lui prodiguant toutes sortes de caresses, de le faire tenir en repos. Mais ce mauvais petit gnome se mit à hurler, à griffer et à mordre avec une telle violence que je fus obligé de le lâcher. Il était grand temps d'ailleurs, car toute une troupe d'adultes était accourue au bruit. Constatant pourtant que le babouin n'avait pas de mal, il avait détalé à toutes jambes, et que mon brave alezan était là, ils n'osèrent pas s'aventurer trop près de nous. J'avais observé que la chair du jeune animal avait une odeur très forte, une puanteur qui rappelait celle de la belette, ou bien du renard, mais en beaucoup plus infecte. J'oubliais un autre détail, mais peut-être le lecteur me pardonnerait-il si je renonçais à le donner. Pendant que je tenais dans mes mains la sale petite bête, elle couvrit tous mes habits de ses excréments, une horrible matière jaune et liquide. La chance voulut qu'il y eût un ruisseau à proximité où je pus me nettoyer tant bien que mal. Mais je n'osais pas me présenter à mon maître avant de m'être largement aéré. D'après ce que j'ai pu découvrir, les Yahoos sont des animaux absolument réfractaires au dressage. On ne peut, au mieux, les utiliser qu'à tirer ou à porter des fardeaux. Mais je crois personnellement que cette incapacité vient surtout de leurs dispositions perverses et rétives. Car ils sont sournois, méchants, traîtres et vindicatifs. Ils sont forts et résistants, mais couards par nature, ce qui les rend insolents, abjects et cruels. C'est un fait établi que ceux qui ont le poil roux, chez un sexe comme chez l'autre, sont plus libidineux et plus mauvais que les autres, qu'ils surpassent également beaucoup en vigueur et en vitalité. Les Winim mettent les Yahoos de la ferme dans des cabanes, non loin de la maison du maître, mais le reste est envoyé au champ. Là, ils fouillent la terre à la recherche de racines, ils mangent certaines espèces d'herbes et vont à la recherche des cadavres d'animaux. Ou bien ils attrapent des belettes, ou des luimus, sortes de rats des champs, qu'ils dévorent gloutonnement. Ils savent d'instinct creuser de leurs ongles des trous profonds au flanc des terrains en pente où ils vont loger seuls. On reconnaît les terriers des femelles parce qu'ils sont plus grands. Ils peuvent contenir 2 ou 3 petits. Ils nagent dès l'enfance comme des grenouilles et peuvent rester longtemps sous l'eau, où ils attrapent souvent des poissons que les femelles rapportent à leurs petits. À ce propos, j'espère que le lecteur voudra bien me pardonner le récit d'une aventure scabreuse. Un jour, comme j'étais sorti en compagnie de mon protecteur, le cheval de Baalzan, et que la chaleur était accablante, je le priai de me laisser prendre un bain dans une rivière qui passait près de là. Il y consentit, et je me mis nu comme un ver, puis j'entrai doucement dans l'eau. Or, il se trouvait qu'une jeune femelle Yahoo se tenait cachée sur une rive, épiant toute la scène. Enflammé de désir, selon ce que nous pensâmes le cheval et moi,
Elle accourut à toute allure et sauta dans l'eau à moins de 5 yards de l'endroit où je me baignais. Je n'ai jamais eu dans ma vie une peur si terrible. Le cheval était en train de paître à quelque distance et ne soupçonnait aucun danger. La femelle m'enlaça de façon écœurante. Je me mis à hurler de toutes mes forces et le petit alezan accourut au galop. Elle lâcha prise alors, non sans un violent dépit, et sauta sur la rive opposée où elle resta à regarder et à gémir, tout le temps que je remettais mes vêtements. Cette histoire enchanta mon maître et sa famille, mais j'en étais moi-même très humilié. Car il m'était impossible désormais de nier que je fusse un Yahoo, de corps comme de visage, puisque j'attirais leur femelle comme un de leurs congénères. Et pourtant, le poil de la bête en question n'était pas de couleur rousse, ce qui aurait pu excuser un certain dérèglement de ses appétits, mais noir comme l'ébène, et son aspect d'ensemble n'était pas si hideux que chez les êtres de sa race. Car elle ne devait pas, je pense, avoir plus de 11 ans. Puisque j'ai bien passé 3 ans dans ce pays, le lecteur doit s'attendre que je lui donne, comme tous les voyageurs, une description des mœurs et coutumes de ses habitants, ce qui était d'ailleurs le principal sujet de mon étude. Comme ces nobles Zouinim ont reçu en partage une disposition naturelle à toutes les vertus, et n'ont aucune notion, aucune idée de ce que peut être le mal dans une créature rationnelle, leur grand principe est qu'il faut cultiver la raison et se laisser entièrement gouverner par elle. Et la raison n'est pas chez eux matière à controverse, comme chez nous, où les hommes peuvent défendre de façon plausible les deux côtés d'une thèse. Elle s'impose immédiatement, et fait naître la conviction, comme elle devrait le faire toujours si elle n'était pas troublée, obscurcie ou effacée par la passion et l'intérêt. Je me souviens de l'extrême difficulté que j'eus à faire comprendre à mon maître le sens du mot opinion et de l'expression point controversée, car la raison enseigne à affirmer ou à nier uniquement ce dont on est certain. Or, on ne peut l'être que pour ce qui ne dépasse pas notre connaissance. C'est ainsi que les controverses, les chicanes, les disputes et l'acharnement à soutenir des opinions fausses ou douteuses sont des mots inconnus chez les Winim. De la même façon, chaque fois que je lui expliquais le système d'un de nos philosophes, il se moquait de moi. Si je me piquais d'être sage, qu'avais-je à m'encombrer des conjectures d'autrui, surtout dans un domaine où les connaissances ne servent à rien, même quand elles sont sûres. En cela, il était entièrement d'accord avec les idées de Socrate, telles que Platon nous les expose. Et l'on ne saurait, je crois, rendre un plus bel hommage au prince des philosophes. J'ai souvent pensé plus tard aux ravages qu'une telle doctrine ferait dans les bibliothèques d'Europe, et combien de chemins vers la gloire se fermeraient à cause d'elle dans l'univers des lettrés. L'une des grandes qualités des Winim, c'est qu'ils sont affectueux et charitables, et non pas seulement pour quelques individus, mais pour leur race tout entière. Ainsi, un inconnu, venu de l'autre bout du pays, est reçu aussi bien que le voisin le plus proche, et où qu'il aille, il est toujours comme chez lui. Ils ont un sens très profond de la dignité et de la courtoisie, mais ils ignorent absolument ce qu'est le formalisme. Ils n'ont pas de tendresse pour leurs poulains ou leurs pouliches, mais le soin qu'ils mettent à bien les éduquer procède exclusivement des exigences de leur raison. Et j'observais que mon maître avait autant d'affection pour les enfants de ses voisins que pour les siens propres. Ils affirment que la nature leur enseigne l'amour de leur espèce tout entière, et quand ils font des distinctions de personnes, c'est uniquement par raison et à cause d'un degré supérieur de vertu. Quand une mère Winim a mis au monde un enfant de chaque sexe, elle cesse d'avoir des rapports avec son époux, sauf si par accident ils en ont perdu un, ce qui arrive très rarement. Mais dans ce cas, le couple se rapproche de nouveau. Si le même accident arrive à une personne dont l'épouse a passé l'âge d'avoir des enfants, un autre couple lui donne un de ses poulains et reprend la vie commune jusqu'à ce qu'une naissance soit annoncée. Ces précautions sont nécessaires pour empêcher le pays d'être accablé sous le nombre de ses habitants. Mais la race des Winim inférieure n'est pas soumise sur ce point à des règles aussi strictes. On leur laisse mettre au monde 3 individus de chaque sexe pour être domestiques dans les familles nobles. En affaire de mariage, on tient surtout compte des couleurs. Il faut éviter que la descendance et le pelage mêlé et disgracieux. On apprécie surtout la force chez le mâle et la beauté chez la femelle, non qu'on en fasse une question d'amour, mais pour préserver la race de la dégénérescence. Car quand il se trouve que c'est la femelle qui est particulièrement forte, on recherchera plutôt la beauté chez le mâle. Cour, amour, cadeau, douaire, contrat sont des notions étrangères à leur pensée, et il n'y a pas dans leur langue de termes correspondants. Le jeune couple se forme et s'unit simplement parce que les parents et les amis en ont décidé ainsi.
C'est là quelque chose qu'on voit faire tous les jours et que l'on considère comme indispensable à un être raisonnable. On n'a jamais entendu parler d'une rupture du lien conjugal, pas plus que d'un autre manquement à la chasteté. Et les ménages passent leur vie dans une amitié et une bienveillance mutuelle pareilles à celles qu'ils éprouvent pour tout être de leur race qu'ils croisent sur leur chemin, sans jalousie ni tendresse, sans querelle ni insatisfaction. L'éducation qu'ils donnent à la jeunesse des deux sexes est admirable et mérite grandement que nous l'imitions. Personne n'a le droit de goûter à un grain d'avoine avant d'avoir 18 ans révolus. De même pour le lait, qu'on n'accorde que très rarement. L'été, les jeunes chevaux vont paître pendant 2 heures le matin et autant dans la soirée, horaire qui est aussi celui des parents. Mais les domestiques n'ont droit qu'à la moitié de ce temps, et une grande partie de l'herbe est transportée à la maison, où ils pourront la manger pendant les heures creuses de leur journée. La sobriété, le goût du travail, de l'exercice et de la propreté sont les vertus qu'on inculque aux jeunes sujets d'un sexe comme de l'autre. Mon maître jugeait monstrueuse notre façon de donner aux femelles une éducation différente de celle des mâles, sauf quelques notions supplémentaires d'art ménager, car, disait-il, très justement, la moitié des populations humaines n'étaient bonnes qu'à mettre des enfants au monde, et que ce fut justement ces incapables qui eussent la charge d'éduquer les enfants, était une preuve de plus que nous étions dépourvus de raison. Les Winim font acquérir aux jeunes sujets la force, la rapidité et la résistance, en les entraînant à des courses de montée et de descente sur des pentes raides ou sur des terrains durs et rocailleux. Et quand ils sont tout en sueur, on les fait plonger la tête la première dans un étang ou une rivière. 4 fois par an, la jeunesse de certains districts se réunit pour montrer ses talents à la course et au saut, ainsi qu'à certaines épreuves de force et d'agilité. Le vainqueur de la compétition reçoit en hommage un chant composé à sa louange. Au cours de ces festivités, on voit pénétrer sur le terrain, conduit par des serviteurs, un groupe de Yahoos chargés de foin, d'avoine et de lait, afin que les Winim puissent se restaurer, puis on ramène les bêtes sans délai pour qu'elles n'incommodent pas l'assemblée. Tous les 4 ans, à l'équinoxe de printemps, se tient l'assemblée plénière des représentants de la nation. Ils se réunissent dans une plaine située à 20 miles environ de notre résidence et délibèrent pendant 5 ou 6 jours, s'informant de la situation de tous les districts ainsi que de leurs ressources. Y avait-il abondance ou pénurie de foin, ou d'avoine, de vaches ou de yaourts? Et si l'on signale une disette, ce qui arrive rarement, on décide immédiatement et à l'unanimité d'y remédier par une contribution. C'est à cette occasion que les familles s'arrangent entre elles pour les questions d'enfants. Par exemple, si un Winim a 2 mâles, il en échange un avec quelqu'un qui a 2 femelles, et si un enfant est mort d'accident quand sa mère a passé l'âge de la fécondité, on décide quelle famille du voisinage va en procréer un pour compenser cette perte. Chapitre 9. Une de ces grandes assemblées eut lieu pendant mon séjour dans l'île et quelques mois avant mon départ. Mon maître y prit part comme représentant de notre région. On y remit en question un vieux problème, à vrai dire le seul problème qui se fût jamais posé au pays. Mon maître me fit à son retour un récit très détaillé des débats. La question à trancher était celle-ci. Les Yahoos doivent-ils être exterminés et disparaître de la surface de la Terre? Un des députés, partisan du oui, présenta plusieurs arguments de grande force et de grand poids. Les Yahoos, assura-t-il, n'étaient pas seulement les plus sales, les plus laids, les plus dégoûtants de tous les animaux que la nature ait produits. Ils étaient par-dessus le marché les plus rétifs, inéducables, mauvais et malfaisants. Ils venaient téter en cachette les vaches des Winim, tuer et dévorer leurs chats, piétiner les champs d'avoine et les prés à moins d'être sous une surveillance constante, et ils étaient capables de 1000 autres méfaits. Il cita une tradition généralement admise, selon laquelle les Yahoos n'avaient pas toujours vécu dans le pays, mais que, il y avait de cela des siècles, un couple de ces bêtes était apparu au sommet d'une montagne, sans qu'on sût si elles étaient nées de boue et de limon chauffés par le soleil, ou bien de l'écume et de la vase marine. Elles s'étaient reproduites, et en peu de temps, leur descendance fut assez nombreuse pour envahir et infester tout le pays. Les Winim, pour se soustraire à cette calamité, organisèrent une battue générale et finirent par capturer tout le troupeau. On extermina les sujets les plus vieux, et chaque Winim conserva un couple de jeunes. On mit donc les Yahoos en chenil, et on les dressa aussi bien qu'on peut dresser un animal si naturellement sauvage. On s'en servait depuis comme bête de trait ou de somme. Il y avait apparemment
beaucoup de vrai dans cette tradition. Les créatures en question ne pouvaient pas être des Ilnyamshai ou aborigènes du pays, étant donné la haine violente que leur portaient les Winim aussi bien que les autres animaux, haine qu'ils méritaient largement pour toute leur malfaisance, mais qui n'aurait pu croître à ce point s'ils avaient été aborigènes, car alors ils auraient été exterminés depuis longtemps. Les habitants, conclut l'orateur, s'étant mis en tête d'utiliser les Yahoo, avaient imprudemment négligé l'élevage des ânes, qui sont de jolies bêtes, faciles à élever, douces et obéissantes, sans odeur désagréable, suffisamment dures au travail bien qu'inférieures en agilité. Et si leurs braiements étaient déplaisants, ils étaient pourtant bien préférables aux horribles hurlements des Yahoo. Plusieurs autres députés prirent la parole pour défendre ce point de vue. Puis, mon propre maître proposa à l'Assemblée un expédient dont je lui avais suggéré l'idée. Il croyait lui aussi, disait-il, à la tradition mentionnée par l'honorable membre qui avait parlé d'avant lui. Mais il affirmait que ces 2 Yahoo légendaires, qu'on avait vus les premiers dans le pays, avaient été amenés d'outre-mer. Étant descendus sur la côte et s'y trouvant abandonnés par leurs compagnons, ils s'étaient retirés sur cette montagne où ils se mirent à dégénérer et devinrent, au cours des siècles, bien plus sauvages que leurs congénères vivant au pays d'où sortit le premier couple. Ce qui le faisait parler ainsi, c'est qu'il possédait un extraordinaire Yahoo, il parlait de moi, que presque tous connaissaient de réputation et que beaucoup avaient vu eux-mêmes. Il leur raconta ensuite comment il m'avait découvert. Mon corps, disait-il, était recouvert tout entier d'une matière artificielle faite de la peau et des poils d'autres animaux. Je parlais une langue qui m'était propre, et j'avais parfaitement appris à parler la leur. Je lui avais narré les aventures qui m'avaient conduit dans leur pays. Il avait constaté, en me voyant sans enveloppe, que j'étais en tout point un véritable Yahoo, bien que j'eusse la peau plus blanche et moins velue, et que mes griffes fussent plus courtes. Il dit ensuite comment j'avais essayé de lui faire croire que dans mon pays, ainsi qu'en d'autres, les Yahoo se conduisaient en animaux doués d'autorité et de raison, et tenaient les Winins en esclavage. Il avait observé en moi tous les caractères d'un Yahoo, avec simplement des manières un peu plus polissées qui me venaient de ma lueur de raison. Je restais cependant aussi inférieur aux Winim que les Yahoo du pays étaient inférieurs à moi. Il signala qu'entre autres choses, j'avais parlé de la coutume que nous avions de châtrer les Winim quand ils sont jeunes, afin de les rendre plus dociles. L'opération était facile et sans danger, et l'on n'avait pas à rougir de s'inspirer de la sagesse des animaux, puisque la fourmi nous enseigne à être actifs et l'hirondelle à construire des logements. Je traduis par hirondelle le mot liane, qui désigne en réalité un oiseau beaucoup plus gros. Ce procédé pouvait être appliqué aux Yahoo de ce pays, ce qui permettrait d'en finir avec la race au bout d'1 ou 2 générations sans avoir à faire de carnage. En attendant, les Winim seraient invités à pratiquer l'élevage des ânes, qui sont des animaux plus intéressants et qui offrent en particulier l'avantage de travailler dès leur 5e année, tandis que les Yahoo ne sont pas utilisables avant 12 ans. Ce fut tout ce que mon maître jugea bon de me révéler sur la délibération du Grand Conseil, préférant me cacher un détail qui me concernait et dont j'allais bientôt sentir tous les effets, comme le lecteur l'apprendra en temps utile. Mais je puis dire que tous les malheurs que j'eus plus tard dans ma vie remontent à ce jour-là. Les Winim n'ont pas de textes écrits. Tout leur savoir repose sur la tradition orale. Mais il y a peu d'événements notoires chez un peuple si bien uni, naturellement porté à une vie vertueuse, entièrement gouverné par la raison et sans aucun contact avec les autres nations du monde. Les données de leur histoire se conservent donc sans que leur mémoire en soit accablée. J'ai déjà signalé qu'ils ne sont sujets à aucune maladie, ils n'ont donc pas besoin de médecins. Pourtant, ils ont d'excellents remèdes à base de plantes pour guérir les meurtrissures qu'ils peuvent se faire accidentellement, au pâturon ou à la fourchette, en marchant sur une pierre pointue, ainsi que les contusions ou blessures à d'autres parties du corps. Ils mesurent le temps d'après les révolutions du Soleil et de la Lune, mais ignorent la subdivision en semaines. Ils ont une bonne connaissance du mouvement de ces 2 astres et s'expliquent le phénomène des éclipses, mais là s'arrête toute leur science astronomique. En poésie, il faut bien reconnaître qu'ils dépassent tous les mortels. La justesse de leur comparaison, la précision et l'exactitude de leur description sont, à la lettre, inimitables. Tout cela se retrouve dans leurs poèmes qui célèbrent le plus souvent en style sublime l'amitié et la fraternité, ou bien chantent les louanges des vainqueurs aux courses et des champions de gymnastique. Les maisons qu'ils construisent
bien que rustiques et simples, ne sont pas désagréables à habiter. Elles protègent de façon très ingénieuse contre les rigueurs du froid et de la chaleur. Il pousse là-bas certains types d'arbres qui perdent leurs racines à 40 ans et tombent au premier orage. Ils ont le tronc très droit, et une fois taillés en pointe comme des pieux à l'aide d'une pierre tranchante, car les Winim ignorent l'usage du fer, on les plante dans le sol verticalement à 20 pouces les uns des autres, et on bouche les interstices par un clayonnage de paille et parfois d'osier. Le toit est fait de la même manière, ainsi que les portes. Les Winim se servent du creux situé entre le pâturon et le sabot de la patte de devant, à la façon d'une main humaine, et avec une habileté qui me semblait incroyable au début. J'ai vu une jument blanche faisant partie de notre maisonnée enfiler une aiguille que je lui avais prêtée à dessein, à l'aide de cette articulation. Ils traient leurs vaches, récoltent leur avoine, et font tous les travaux manuels de la même manière. Ils ont une espèce de silex dur qu'ils polissent contre d'autres pierres et dont ils tirent leurs instruments de travail. Ils disposent ainsi de coins, de haches et de marteaux. Avec d'autres outils faits du même silex, ils coupent le foin et moissonnent l'avoine qui, là-bas, pousse naturellement dans certains terrains. Les Yahous s'attellent aux chars qui mènent les gerbes à la ferme, et là elles sont foulées par les domestiques, sous des huttes couvertes. Le grain recueilli est alors mis dans des magasins. Ils disposent de récipients d'un type primitif fait d'argile et de bois. L'argile est séchée au soleil. À moins d'être victimes d'accidents, ils ne meurent que de vieillesse. On les enterre dans les lieux les plus retirés qui se puissent trouver, et leurs amis, pas plus que leurs parents, n'éprouvent ni joie ni peine de leur départ. Ceux qui meurent n'expriment pas le moindre regret d'avoir à quitter ce monde, exactement comme quelqu'un qui doit rentrer chez lui après une visite chez un voisin. Je me souviens qu'une fois mon maître avait invité un ami et les siens à venir le voir pour une affaire de quelque importance. Le jour fixé, son épouse arriva avec ses 2 enfants très en retard. Elle s'excusa de 2 choses. D'abord de l'absence de son mari, à qui le matin même il était arrivé de noon. Ce mot est extrêmement expressif dans leur langue, mais n'est pas facile à rendre en anglais. Il signifie se retirer chez sa première mère. Ensuite, elle s'excusa de son retard. La raison en était que, son mari étant mort dans la matinée, elle avait passé beaucoup de temps à discuter avec ses domestiques de l'endroit le plus convenable pour y déposer son corps. J'observai qu'elle faisait preuve d'autant de gaieté que les autres convives. Elle mourut elle-même 3 mois plus tard. Ils atteignent généralement l'âge de 70 ou 75 ans, très rarement celui de 80. Quelques semaines avant leur mort, ils sentent leur force s'en aller peu à peu, mais sans aucune souffrance. Ils reçoivent pendant cette période de nombreuses visites d'amis, car ils ont plus de peine et de difficultés à sortir. Néanmoins, une dizaine de jours avant leur mort, dont ils calculent presque toujours la date sans erreur, ils vont rendre les visites que leur ont faites les plus proches voisins, se déplaçant dans des traîneaux très pratiques attelés de Yahoo. Ce n'est pas seulement dans ce cas-là qu'ils emploient le véhicule en question, mais aussi quand ils sont devenus vieux, quand ils ont de longs trajets à faire et quand ils se sont blessés à une patte. Lorsqu'ils sont donc sur le point de mourir, les Winim vont rendre à leur ami la visite traditionnelle et prennent congé d'eux courtoisement, comme s'ils s'en allaient dans une province éloignée où ils auraient l'intention de passer le reste de leurs jours. Il est peut-être inutile de faire remarquer que les Winim n'ont pas dans leur langue de mots pour exprimer l'idée de mal, sauf ceux que leur suggèrent les laideurs physiques et morales des Yahous. Ainsi, quand ils veulent parler de la sottise d'un laquais, de l'étourderie d'un enfant, d'une pierre aiguë qui les a blessés aux pieds, d'une longue période de temps désagréable ou hors de saison, ils disent tous ces mots suivis de l'épithète Yahoo. Par exemple, Hunem Yahoo, Unahum Yahoo, Hilmnen Wilmam Yahoo, et une maison inconfortable, Inolmnen Yahoo. Je pourrais m'étendre plus longuement, et avec beaucoup de plaisir, sur les mœurs et les vertus de cet excellent peuple, mais comme j'ai l'intention de publier sous peu un volume consacré exclusivement à ce sujet, j'invite le lecteur à s'y reporter. Je vais maintenant poursuivre ma triste histoire jusqu'à son dénouement catastrophique. Et c'est la fin du chapitre 9. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Du coup,
le résumé qu'on trouve dans ce livre, dont je ne sais toujours pas si c'est de l'auteur directement ou non, mais j'ai un petit résumé au début de chaque chapitre. Donc les résumés des chapitres que je viens de vous lire sont les suivants. Chapitre 8, observation personnelle de l'auteur sur les mœurs des Yahoo, grande vertu des Winim, éducation et formation de leur jeunesse, leur assemblée générale. Et résumé du chapitre 9, grand débat à l'assemblée générale des Winim, le savoir chez les Winim, leurs bâtiments, leurs rites funéraires et les insuffisances de leur langue. Alors pour le coup, sur ces chapitres, on part sur quelque chose d'assez différent, je trouve. Euh, on a arrêté de s'intéresser forcément à la société anglaise et on est plutôt parti sur la société des Winim, un peu en contrepoint, je dirais. Est-ce que j'ai trouvé ça intéressant? Je crois que j'ai moins trouvé ça intéressant que la satire de la société anglaise, d'autant que la satire de la société anglaise était pleine d'humour. Là, à nouveau, comme dans les voyages précédents, il y a un peu une succession de plein d'informations qui fait que c'est semi-intéressant par moment. Par moment, il y a un peu un truc de ouais, ok, d'accord, tu viens de me débiter trois infos dont je me fous, quoi. Parce qu'elles sont un peu traitées comme telles, quoi. On prend pas le temps de vraiment les explorer chacune longtemps. Parfois, en une phrase, il y a une info qui est expédiée et c'est tout, on passe à autre chose. Mais il y a quand même des points intéressants qui fait un peu bader, je trouve, avec ces sujets, enfin avec les sujets qui sont traités dans les chapitres qu'on vient de lire. C'est que là, je vois beaucoup de passages qui pourraient faire passer, enfin qui pourraient faire penser directement à des sujets, on va dire très touchy, genre l'eugénisme, euh, genre la régulation des naissances, plein de trucs comme ça. Euh, Comment fonder une meilleure société. Après, il y a des choses qui sont aussi intéressantes du style. Il y a une expression pour ça d'ailleurs, mais l'idée que grosso modo, il n'y a pas de préférence pour leur descendance directe et que grosso modo, les enfants d'un autre ou leurs enfants, ils s'en occupent de la même manière. Euh, Comment on dit déjà? Je crois on dit un truc du style ça demande un village pour éduquer un enfant ou un truc comme ça. Il y a une phrase comme ça qui existe. Donc là, par exemple, je trouve que ça a peut-être quelque chose de plus positif quelque part dans les connotations que ça peut avoir. Même si en même temps, c'est si différent de notre façon de fonctionner, je trouve, que ça peut aussi poser question. Parce que du coup, ça les amène à pouvoir très facilement se séparer de leurs enfants, les donner à ceux qui ont eu la malchance d'en perdre un, par exemple. Le malheur, je dirais, d'en perdre un. Donc en fait, il y a des sujets très intéressants, mais mêlés à des sujets qui peuvent être aussi quelque part d'une certaine façon intéressants à traiter, mais en même temps hyper touchy et qui flirtent avec des idées un peu nauséabondes, quoi. Donc du coup, c'est pas évident, je trouve. Ces chapitres sont pas évidents. Et du coup, j'ai du mal à saisir à quel point le narrateur et ou l'auteur sont en train de dire que la société Winim est une bonne société. Jusqu'à où il dirait que c'est quelque chose de bien ou pas, quoi. J'ai du mal à le dire. Parce que autant la dernière fois, le narrateur a clairement pris position en disant ouais, bah en fait, il m'a montré à quel point la société anglaise, elle était ridicule, absurde, etc. Mais j'avais l'impression qu'il disait aussi que la société Winim était sage. Alors, est-ce que Gulliver trouve que c'est sage et est-ce que par extension, Jonathan Swift trouve que c'est sage ce qu'il présente avec les Winim? Est-ce que simplement il se présente, comment on dit? Il se, je trouve plus la phrase que je voulais dire, mais en gros, il se propose de faire une expérience de pensée sans avoir aucun jugement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais juste imaginons ce que serait une société qui aurait ces paradigmes-là, ce qui peut être intéressant. Euh, mais du coup, c'est vrai que là, c'est plus flou, je trouve. C'est plus flou. Euh,
Après, bon, il y a toujours plein de petites réflexions qui font un peu flipper. Quand on parle de la différence dans la société faite selon la couleur du pelage, ça se rapproche vachement de trucs très, très chauds. Euh, En fait, c'est ça, je trouve que par légères pointes, par légères allusions, il y avait plein, à l'encolure de certaines phrases, il y avait plein d'idées un peu puantes, quoi. On sentait un peu de potentiellement racisme, potentiellement sexisme, euh, discrimination sur les roues. Ça, on l'a vu très clairement. Euh, Plein de petites choses comme ça qui font que j'ai un peu du mal à saisir où veut aller l'auteur avec ces passages-là. Est-ce que vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'il faut le prendre comme ça en fait. Vraiment juste une expérience de pensée, pas du tout dire c'est bien, c'est pas bien, et donner un avis sur comment faudrait fonctionner tout ça, mais plus une expérience de pensée sur ah bah voilà, imaginons une société qui fonctionnerait comme ça, voyons ce que ça donnerait. J'ai l'impression que c'est plus ça quand même. Et du coup, merci d'être passé, Charline, ça fait plaisir, à bientôt, des bisous. Passe une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Waouh, je peux faire clignoter la lumière en faisant des gestes de main, je suis un génie. Non mais je ne pensais pas avoir si chaud aujourd'hui là. Et au final, il fait encore chaud, hein. J'oublie que c'est l'été en fait, une fois de temps en temps. Euh, Bref, ce qui était pas mal aussi en termes de narration, c'est que pour le coup, il y a le procédé que fait très très régulièrement n'importe quel auteur, mais Jonathan Swift. En l'occurrence, c'est de préjuger de ce que va advenir le narrateur, de préjuger de la fin du voyage. Donc là, voilà, il nous a teasé. Il nous a teasé. D'ailleurs, ça faisait vraiment cliffhanger, la fin du chapitre là. Ça faisait vraiment cliffhanger à nous dire la phrase «Je vais maintenant poursuivre ma triste histoire jusqu'à son dénouement catastrophique». Alors que jusqu'à présent, son voyage chez les Winin, il en parlait plutôt en termes élogieux. Du coup, j'aime bien ce changement de ton. J'aime bien ce revirement parce que d'un coup, on sent que il est resté des années chez les Winin, mais que ça s'est bien passé pendant des années. Et que là, d'un coup, ça a pété, il y a eu un truc. L'événement dont il nous a parlé justement, à la conférence, entre guillemets, à l'assemblée, où était son maître. Du coup, j'ai hâte de voir ce dont il s'agit. Est-ce que il va être euh, exclu, banni de cette société pour une raison morale précise, pour vraiment un désaccord politique ou enfin voilà quelque chose de factuel entre guillemets, ou est-ce que ça va être un peu plus loufoque que ça parce qu'on a vu aussi que jusqu'à présent Jonathan Swift les arrivées sur les îles et les départs sur les îles se font un peu de manière brusque, rapide et loufoque parfois. À voir, à voir. On va en découvrir un tout petit peu plus avec un dernier chapitre aujourd'hui. Hop. Le chapitre 10. Je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour la fin du live. On est tipard. Chapitre 10. Je menais donc une petite vie tranquille, qui satisfaisait entièrement mon cœur. Mon maître m'avait fait construire un logis à 6 yards environ de la maison principale. J'en avais revêtu les murs et garni le sol avec de la glaise, et j'avais tapissé le tout avec des nattes de jonc, qui étaient mon œuvre et mon idée. J'avais broyé du chanvre, qui pousse là-bas à l'état naturel, et confectionné une sorte de matelas que j'avais bourré avec des plumes. Celles-ci provenaient d'oiseaux que je prenais au lacet avec des poils de yaou et qui étaient excellents à manger. J'avais fabriqué 2 chaises à l'aide de mon couteau, mais le cheval de Baalzan me secondait pour le plus gros et le plus dur du travail. Quand mes vêtements furent tombés en loques, je m'en fis d'autres en peau de lapin, mais j'employais aussi la fourrure d'une autre bête de même taille, appelée Nuino.
jolie, toute couverte d'un fin duvet, et j'en tirais en particulier d'excellentes chaussettes. Je ressemellai mes souliers avec une plaque de bois coupée dans un arbre et fixée à l'empeigne, mais quand celle-ci fut usée à son tour, je la remplaçai avec du cuir de Yahoo séché au soleil. Je trouvais souvent du miel dans les arbres creux, je le faisais fondre dans l'eau et le mangeais sur mon pain. Nul n'a jamais si bien compris la vérité de ces deux axiomes. La nature se satisfait de peu, et la nécessité est mère de l'invention. Mon corps jouissait d'une santé parfaite, mon esprit d'une aussi parfaite tranquillité. Je ne connaissais ni la trahison ou l'inconstance d'un ami, ni les attaques d'un ennemi secret ou déclaré. Je n'avais à corrompre personne, à faire ni le lèche-botte, ni le maquereau pour obtenir la faveur d'un grand ou de son mignon. Je n'avais pas besoin d'un rempart contre la fraude ou l'oppression. Il n'y avait dans le pays ni médecin pour ruiner ma santé, ni homme de loi pour piller ma fortune, pas non plus de mouchard pour espionner mes paroles et mes actions, ni pour m'accuser faussement moyennant salaire. Et pas de railleurs, de bêcheurs, de mauvaise langue, de vie de gousset, de brigands, de cambrioleurs, d'avocats, d'entremetteuses, de bouffons, de joueurs professionnels, de politiciens, de beaux esprits, de neurasthéniques, de discoureurs, d'ergoteurs, de ravisseurs, de meurtriers, de voleurs, de savantasses. Pas de chef, ni de membre d'un parti ou d'une faction. Personne pour encourager les autres au vice, par la séduction ou par l'exemple. Pas de cachot, de haches, de gibets, de poteaux de torture ou de pilori. Pas de boutiquiers ou d'artisans malhonnêtes. Pas d'orgueil, de vanité, ni d'affectation. Pas de fats, de hâbleurs, d'ivrognes, de filles sur les trottoirs, ni de vérolles. Pas d'épouses criardes, libidineuses, dépensières. Pas de pédants stupides et orgueilleux, pas de compagnons importuns, arrogants, querelleurs, bruyants, forts en gueule, vains, prétentieux, mal embouchés. Pas de gredins sortis du ruisseau, grâce à leur vice, ni de nobles tombés au même ruisseau à cause de leur vertu. Pas de seigneurs ni de violonneux, pas de juges ni de maîtres à danser. J'eus plusieurs fois l'avantage d'être présenté à des Winimes qui venaient voir mon maître ou dînaient avec lui. Son honneur avait alors la bonté de me garder au salon et de me laisser suivre la conversation. Souvent, ses amis ou lui-même daignaient me poser des questions et écouter ma réponse. J'eus quelquefois aussi l'honneur d'accompagner mon maître en visite. Je ne pris jamais la liberté de parler le premier, j'attendais qu'on m'interrogeât, et même alors je regrettais intérieurement d'avoir à répondre, car c'était du temps perdu pour mon propre avancement. Mais je me complaisais infiniment à mon rôle d'humble auditeur, au long de pareilles conversations où rien ne se disait qui ne fût plein de sens, où tout s'exprimait en le moins de mots possible et en les termes les plus frappants, où, comme je l'ai déjà dit, on observait la plus grande décence, mais sans aucune espèce de ton cérémonieux, où personne ne parlait sans y prendre du plaisir ou en donner à ses interlocuteurs, où l'on ne se coupait jamais la parole, où l'on n'était pas ennuyeux, ni trop ardent, ni porté à contredire. On pense là-bas qu'un petit temps de silence dans un groupe donne du charme à la conversation. Et je trouvais cette idée juste, car pendant que la causerie s'interrompait un peu, de nouvelles idées venaient à l'esprit des interlocuteurs, et l'entretien repartait avec animation. Leurs sujets favoris sont l'amitié et les actes charitables, la discipline et l'épargne, quelquefois aussi les phénomènes naturels qu'ils avaient vus, ou les anciennes traditions, les limites extrêmes de la vertu, les règles infaillibles de la raison ou bien les décisions à prendre lors de la prochaine assemblée. Souvent aussi, les nombreux mérites de la poésie. Je puis ajouter, sans fausse modestie, que ma présence fournit souvent matière à discussion. Elle était pour mon maître l'occasion de conter à ses amis mon histoire et celle de mon pays, sujet que les autres traitaient avec intérêt, mais de façon peu flatteuse pour le genre humain. Je me garderai donc de répéter ce qu'ils en disaient. Qu'on me permette seulement d'observer que, à ma grande admiration, son honneur paraissait connaître la nature des Yahoo beaucoup mieux que moi-même. Il énumérait nos vices et nos folies, et en découvrait beaucoup, dont je ne lui avais jamais parlé, simplement en imaginant ce que pourrait être la physionomie morale d'un Yahoo de son pays, s'il se trouvait doué de quelques traces de raison. Pour finir, il montrait avec trop de justesse combien une créature pareille devait être vile et misérable. J'avoue sans honte que, parmi mes maigres connaissances, les seules qui aient de l'intérêt sont celles que j'ai acquises à l'école de mon maître et à l'écoute de ses propos ou de ceux de ses amis.
J'éprouvais plus de fierté à les entendre que si j'avais présidé les plus nobles et les plus sages assemblées de l'Europe. J'admirais la force, la beauté, la rapidité de ceux qui vivaient là-bas, et une telle constellation de vertus chez des êtres si admirables m'inspirait la plus grande vénération. Au début, certes, je n'avais pas éprouvé cette crainte révérentielle que les yaouz et les autres animaux éprouvaient naturellement à leur endroit. Mais celle-ci s'imposa à moi peu à peu, et bien plus vite que je ne l'eusse pensé, mais non sans se mêler d'affection et de reconnaissance respectueuse pour la bonté avec laquelle il daignait me distinguer du reste de mon espèce. Quand je pensais à ma famille, à mes amis, à mes compatriotes et à la race humaine en général, je les voyais tels qu'ils étaient en réalité, c'est-à-dire comme des yaoux, dans leur forme comme dans leur disposition morale, peut-être un peu plus civilisés et doués de parole, mais ne se servant de leur raison que pour accroître et multiplier ces vices dont leurs frères de ce pays-là n'avaient reçu que la part inhérente à leur nature. Quand il m'arrivait d'apercevoir le reflet de mon personnage dans un lac ou une fontaine, je détournais la face avec horreur et avec de la haine pour moi-même. Je supportais plus facilement la vue d'un yaourt ordinaire que la mienne propre. À force de vivre avec les Winim et de les contempler avec ravissement, je me mis à imiter leurs démarches et leurs gestes, ce qui est devenu maintenant une habitude chez moi. Mes amis me disent sans ménagement que je trotte comme un cheval, mais je prends la remarque comme un grand compliment. Et quand je parle, j'ai tendance, il faut bien le reconnaître, à prendre la voix et l'accent des Winim. Pourtant, je ne suis blessé d'aucune manière si l'on me moque à ce sujet. Je vivais donc en pleine félicité, et me considérais comme établi en elle pour toute ma vie. Quand, un beau matin, mon maître me fit appeler un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Je vis à son attitude qu'il n'était pas très à son aise et ne savait comment aborder son sujet. Après un bref silence, il me dit qu'il ignorait quel effet allaient me faire ces paroles, mais que, lors de la dernière assemblée, comme on traitait de la question des yaoux, les députés s'étaient déclarés choqués de ce qu'il éleva chez lui un yaoux. Il parlait de moi, plus comme un winim que comme une bête. On le voyait souvent causer avec moi, comme s'il gagnait en ma compagnie, ou qu'il y prit plaisir. Or, un tel comportement n'était conforme ni à la raison ni à la nature, et n'avait pas de précédent chez eux. L'Assemblée, donc, l'avait exhorté, soit à me traiter comme un autre sujet de mon espèce, soit à me faire retourner à la nage dans le pays d'où je venais. La première de ces solutions avait été rejetée catégoriquement par tous les Winim qui avaient eu l'occasion de me voir chez lui ou chez eux, car, affirmait-il, il était fort à craindre que, profitant de ces bribes de raison que j'avais en plus des dispositions perverses de ma race, je n'entreprisse de pousser le troupeau à la révolte. Si je l'emmenais prendre position dans les bois et les montagnes du pays, nous pourrions en descendre chaque nuit pour enlever du bétail, étant par nature des animaux de rapine et ennemis de tout travail. Mon maître ajouta que tous les jours les Winim du voisinage l'adjuraient de donner suite aux exhortations de l'Assemblée et qu'il ne pouvait tarder davantage. Il ne pensait pas qu'il me fût possible de gagner une terre à la nage. Il souhaitait donc me voir fabriquer un de ces véhicules tels que je lui en avais décrit, et qui me transporterait sur la mer. Je pouvais compter pour ce travail sur l'aide de ses propres domestiques comme de ceux de ses voisins. Il conclut que, pour sa part, il eût été heureux de pouvoir me garder, ma vie durant, à son service, car il avait constaté que, grâce à mes efforts pour imiter les Winim, et dans la mesure où me le permettait ma nature inférieure, je m'étais corrigé de quelques défauts et de certaines mauvaises habitudes. Je dois faire ici remarquer au lecteur qu'un décret de l'Assemblée générale est appelé dans leur langue Henloainin, mot que l'on peut rendre plus ou moins bien par exhortation. Car l'idée ne leur vient pas qu'un être doué de raison doive être forcé à quelque chose. Tout au plus on l'avise ou on l'exhorte, car personne ne peut désobéir à la raison sans renoncer à son titre de créature rationnelle. Les paroles de mon maître me plongèrent dans le pire des deuils et des désespoirs. Incapable de supporter la douleur qu'il me causait, je tombai évanoui à ses pieds. Quand je revins à moi, il me dit qu'il m'avait cru mort, car on ignore là-bas ces faiblesses de notre nature. Je répondis d'une voix faible que la mort eût été un trop grand bonheur. Bien que je ne puisse blâmer les exhortations de l'Assemblée, ajoutai-je, ni l'impatience de vos amis, je pense pourtant qu'il n'était pas incompatible avec la raison de montrer un peu moins de rigueur. Je ne puis faire plus d'une lieue à la nage,
et la terre la plus voisine de la vôtre doit se trouver au moins à 100 lieues d'ici. Beaucoup des matériaux nécessaires à la construction d'une petite embarcation qui puisse me porter sont complètement inconnus dans le pays. Pourtant, par obéissance, et pour montrer à votre honneur ma gratitude, je vais entreprendre cette tâche, bien que je la considère comme impossible et que je me crois par conséquent condamné à périr en mer. Mais la certitude d'une mort prochaine et brutale est encore à mes yeux le moindre des maux, car en supposant que je sorte vivant de cette terrible aventure, comment puis-je envisager sans frémir la perspective de finir ma vie parmi les Yahoos et de retomber dans mes dépravations, faute de modèles à suivre pour me garder dans le sentier de la vertu? Mais je savais trop bien, hélas, que toutes les décisions des sages Winim sont fondées sur des raisons assez solides pour ne pas être ébranlées par les arguments du misérable Yahoo que j'étais. J'exprimai à mon maître tous mes remerciements pour m'avoir promis que ses serviteurs m'aideraient à construire mon bateau. Après lui avoir demandé un délai raisonnable pour faire un travail si ardu, je lui dis que je tâcherais de sauver ma pauvre vie et que je gardais l'espoir, une fois rentré en Angleterre, d'être de quelque utilité à mes semblables en célébrant la gloire des fameux Winim et en proposant leurs vertus à l'imitation des hommes. Mon maître me répondit en quelques mots très aimables, m'accorda un délai de 2 mois pour terminer mon bateau, et dit au petit cheval de Baalzan, mon camarade, nous sommes si loin maintenant que je puis bien l'appeler ainsi, de se tenir à ma disposition. J'avais dit en effet à mon maître que je n'avais pas besoin d'autres auxiliaires, et je pouvais compter sur l'affection de celui-là. Mon premier soin fut de me rendre, en sa compagnie, à cette partie de la côte où mon équipage mutiné avait décidé de m'abandonner. Je gravis une hauteur et, regardant de tous côtés vers le large, je crus apercevoir une île au nord-est. Je tirai ma lorgnette, et je la distinguai alors nettement, distante d'environ 5 lieues à ce qu'il paraissait. Aux yeux du petit Alezan, elle n'était qu'un nuage bleuâtre, car il ne concevait pas qu'il pût y avoir d'autre pays que le sien, et son regard n'avait pas la précision du nôtre, car pour voir loin en mer, il faut être marin. Une fois cette île découverte, je ne cherchai pas plus loin. Je résolus d'en faire, si possible, ma première terre d'exil. La fortune déciderait du reste. Je rentrai à la maison, où je tins conseil avec le petit Alezan. Puis nous nous dirigeâmes vers un bosquet des environs, et nous y coupâmes, moi avec mon couteau, et lui avec une lame de silex très ingénieusement montée, à la manière du pays, sur un manche de bois, un certain nombre de branches de chêne, de la grosseur d'une canne de ville, et quelques pièces plus fortes. Mais je ne veux pas ennuyer le lecteur par un exposé détaillé de mes méthodes artisanales. Contentons-nous de dire qu'en 6 semaines, avec l'aide du cheval de bas qui se chargeait du travail le plus dur, je pus construire un bateau qui ressemblait, en bien plus grand, à une pirogue indienne, et recouvert de peaux de Yahoo, très bien cousus ensemble avec des fils de chanvre de ma propre fabrication. Ma voile était en cuir de ce même animal, mais j'avais choisi pour elle les sujets les plus jeunes que j'eusse trouvés, car la peau des vieux était trop raide et trop épaisse. Je me pourvus aussi de 4 avirons, et je fis des provisions de viande de lapin et de volaille que je mis à bouillir. Je pris 2 récipients, l'un de lait, l'autre d'eau. J'essayai ma pirogue sur un grand étang, pas loin de chez mon maître, puis j'y fis les retouches nécessaires, calfatant tous les trous de sa coque avec du suif de Yahoo, jusqu'à la rendre étanche et capable de me porter, moi et ma cargaison. Quand j'y eus mis la dernière main, je la fis conduire avec précaution vers la mer, sur un chariot attelé de Yahoo et mené par le petit cheval Alezan, plus un autre domestique. Lorsque tout fut prêt, et que vint le jour de mon départ, je pris congé de mon maître, de son épouse et de toute sa maison, les yeux noyés de larmes et le cœur brisé de chagrin. Mais son honneur, par curiosité et peut-être, si je puis parler sans vanité, en partie par sympathie pour moi, avait résolu d'assister à mon embarquement. Il vint accompagné d'un groupe de ses voisins. Je dus attendre 1 heure que la marée fût haute, puis, voyant que par chance le vent soufflait vers l'île où je voulais me rendre, je pris pour la dernière fois congé de mon maître. Mais au moment où j'allais me prosterner pour baiser son sabot, il me fit l'honneur de le lever doucement jusqu'à ma bouche. Je n'ignore pas que ce dernier détail m'a fait taxer d'imposture. Mes détracteurs se refusent à croire qu'une personne si illustre se soit abaissée à accorder une telle marque de distinction à un être aussi insignifiant que moi. Je n'oublie pas, certes, avec quelle complaisance certains voyageurs se vantent des faveurs extraordinaires qu'ils auraient reçues,
Mais si ces censeurs avaient une meilleure connaissance du caractère noble et courtois des Winim, ils changeraient vite d'opinion. Je présentai mes respects aux autres Winim qui accompagnaient son honneur, puis, montant dans ma pirogue, je m'éloignai du rivage. Et c'est la fin du chapitre 10. Chapitre 10 dont le résumé était le suivant. Train de vie et félicité de l'auteur chez les Winim, les grands progrès en vertu qu'il fit à leur contact, leur sujet de conversation, l'auteur est prévenu par son maître qu'il doit quitter le pays, il s'évanouit de douleur mais il se soumet, il trouve le moyen de fabriquer une pirogue avec l'aide d'un domestique de son maître et se hasarde à prendre la mer. Ce sera donc la fin de la lecture pour aujourd'hui. Nous passons à l'outro du live, les amis. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. J'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que je le trouve moins bâclé en quelque sorte et moins loufoque que les autres fois où il a quitté une île. Il y a déjà eu des éléments de racisme dans le fait qu'ils doivent quitter une île, mais je trouve que là, ça amène le débat un peu plus loin. C'est un peu plus détaillé, un peu plus intéressant du coup. On voit vraiment le fonctionnement quelque part du racisme de la part des Winim envers les Yahoo et pourquoi ils se voient contraints de quitter l'île. En plus, lui, il continue de trouver les Winim sages malgré le traitement qu'il subit. Bref, psychologiquement, c'est aussi assez intéressant. Donc non, franchement, ce passage-là, je trouve qu'on pourrait en faire une lecture à plein de niveaux et que ça serait ultra intéressant. On pourrait le relier à plein d'épisodes historiques ou à plein de zones géographiques et de comment ça fonctionne telle ou telle société à tel ou tel endroit du monde. Du coup, je trouve que ce chapitre-là était vraiment intéressant sur ces points-là. D'autant que purement au niveau du récit, c'est la première fois que l'auteur vit une sorte de déchirement comme ça, je trouve. En tout cas, encore une fois, c'était pas aussi bien mis en scène, bien mis en écriture. Puisque là, vraiment, on sent, et j'aime bien comment ça a été travaillé dans le style, on sent qu'il commence par nous présenter à quel point il a bien vécu, à quel point il a bien aimé vivre dans cette société, essayer de les imiter, essayer de s'y intégrer, et finalement quand même se faire rejeter, quand même se faire mettre dehors en fait, hein, tout simplement. Donc en fait, ouais, ce chapitre, je le trouve ultra intéressant sur bien des points. Le voyage des Winim, donc en contrée où il y a des chevaux parlants intelligents, on aurait pu vraiment croire que ça serait absurde, fun, rigolo, mais il a beaucoup de profondeur. Je trouve que presque en termes de morale et de réflexion et de philosophie et de psychologie, c'est peut-être celui qui va le plus loin de tous les voyages. Enfin, le voyage n'est pas tout à fait fini, même si la partie 4 se nomme le voyage chez les Winim. Et là, le voyage chez les Winim est terminé, il quitte l'île. Mais on aura encore 2 petits chapitres pour terminer cette partie lors du prochain live. Et on aura également encore quelque chose après cette dernière partie, je lis pas quoi pour garder la surprise. J'avoue que moi-même, je sais pas très bien à quoi m'attendre de toute façon. Mais le texte ne se finit pas à la fin de cette à la fin de cette 4e partie. J'ai hâte de découvrir. Et sinon, oui, encore une fois, déjà les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui sont touchy, sont bressons pour certains, etc. Et là, encore une fois, ça va loin aussi dans d'autres domaines, puisque quand même, si on réfléchit 3 secondes, les Yahoo sont vraiment la même race que les êtres humains, de ce qu'on comprend, de ce que même l'auteur finit par admettre, en disant bah ouais, peut-être qu'on est les mêmes, mais qu'au final il y a des Yahoo qui sont tombés sur cette île.
à une autre période et qui ont dégénéré et ainsi de suite. Donc du coup, il y a vraiment cette idée que, c'est une espèce commune en quelque sorte. Du coup, petit détail que j'ai trouvé grave sordide, le fait que il étanchifie son embarcation pour quitter l'île avec du cuir de Yahoo. Je suis en mode quoi? Le mec il part dans un bateau fait de chair, enfin de chair, fait de peau humaine quoi. C'est très très bizarre. C'est très très glauque je trouve. Donc c'est un petit détail qui m'a... Ouais, j'ai lu ça, je me suis dit, oula, ok. What the fuck is going on? Très très bizarre ce petit détail. Mais ouais, franchement, les voyages de Gulliver, je regrette pas d'avoir lu. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors je ferai un retour général sur l'œuvre à la fin du 12e et dernier live. Mais pour le moment, je suis plutôt content d'avoir fait la lecture de cette œuvre, d'avoir découvert cette œuvre. J'ai quand même hâte qu'on arrive à la fin parce que quand même c'est un gros bébé. On est à 400 pages et quelques. Ouais, voilà, ça fait environ 400 pages. Et je pense quand même aussi que le fait que j'ai pas pu faire une lecture aussi assidue qu'habituellement, c'est-à-dire que j'ai pas pu faire 2 lives par semaine de lecture par exemple, du coup ça commence à se diluer dans le temps et je pense que ça n'a pas aidé à mon «appréciation de la lecture» entre guillemets. Même si globalement je l'ai bien apprécié, j'ai quand même hâte de passer à autre chose maintenant. Voili voilou. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous m'avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à commenter la chaîne, la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux Facebook, Discord et Twitter. Ce sont les 3 réseaux où j'annonce à chaque fois que je pars en live. Et ma foi, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bon, une bonne après-midi, il est que 15h, on se calme. Une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Et à tout vite, de toute façon, avant la fin juillet, pour le dernier live sur les voyages de Gulliver. Et ciao, bye bye.